puisque le propre de l'homme, c'est de vouloir dominer. Le féminisme, et aujourd'hui le néo-féminisme, a réussi à renverser la table du patriarcat, bien que certaines mettent encore ça en cause. Un gentleman, à la fois garder sa virilité, mais dans le même temps, faire preuve, laisser libre cours à sa féminité. La colère masculine, c'est vraiment une bombe, c'est vraiment une arme nucléaire. C'est ou des agissements de la femme et que c'est pour cette raison qu'il peut être amené à commettre des actes de violence. Non, je condamne la violence masculine à l'égard de la femme. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça suffit pour les freiner? Bien sûr que non. Comment se comporter avec noblesse face à une femme en colère? En voilà une question, non? Une question qui vaut son pesant d'or. Une question qui touche au sujet ô combien épineux des violences conjugales, un sujet qui est une cause nationale en France et qui touche l'humanité, tant il est vrai que les violences conjugales font partie de l'humanité depuis que l'homme existe, puisque le propre de l'homme, c'est de vouloir dominer. Testostérone oblige de dominer son voisin qu'il ne connaît pas via des conquêtes, de dominer les animaux et via la domestication, ou de dominer les femmes via la force physique. Donc ça a toujours été le cas. Maintenant, depuis à peu près une quarantaine d'années, cette domination à l'égard de la femme, cette domination physique est remise en cause, et Dieu merci. Et cette remise en cause s'est accélérée, s'est accentuée depuis le mouvement MeToo, le mouvement Balance ton porc. Donc, ce sujet-là, on va le traiter aujourd'hui sous l'angle masculin, afin de non pas de condamner. À mon sens, en tant que philosophe, en tant qu'écrivain, ça n'a pas grande portée, si ce n'est faire évoluer les choses sur 20-30 ans. Moi, mon but, c'est d'essayer de faire changer les mentalités de manière concrète. Donc, c'est non pas sous l'angle de la victime, mais plutôt sous l'angle du bourreau, afin d'essayer de voir s'il n'existe pas des éléments, des clés qui permettraient à des hommes, parce qu'avant d'être des bourreaux, ce sont des hommes, eh bien, de ne pas devenir bourreaux, de ne pas basculer dans la violence. Surtout quand on sait que dans l'ultra-majorité des cas, cette violence conjugale survient dans le cadre d'une dispute. En d'autres termes, apparaît dans le tourbillon de la colère. Donc, comment se comporter avec noblesse face à une femme en colère, ça revient à demander comment ne pas céder à l'appel de la violence. Ou comment réussir à dompter ces démons intérieurs dans l'intimité de l'amour. Mais avant, je dois quand même vous souhaiter la bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, et surtout aux nouveaux arrivants. Bienvenue sur Afro-Noblesse. J'espère que vous vous portez beaucoup mieux que les fans de R. Kelly, le roi du R&B et l'empereur des sévices sexuels. Et Afro-Noblesse, la chaîne qui s'est donnée pour mission de permettre à un maximum d'afro d'accéder à la noblesse, autrement dit, d'accéder au bonheur, au vrai, et non pas le bonheur d'Instagram, au vrai bonheur qui se conjugue par la hauteur, qui se conjugue par la beauté, qui se conjugue par le langage soutenu, très loin de la victimisation, très loin de la médiocrité, en ne jurant que par l'excellence. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est, je le dis, les violences conjugales sous l'angle de l'homme. Comment un homme doit-il se comporter pour justement ne pas céder aux violences conjugales, pour résister face à une femme en colère. C'est un sujet majeur. Maintenant, pour comprendre à quel point il occupe une place centrale, il est, à mon sens, impératif de rappeler le contexte civilisationnel qui est le nôtre. D'abord, la première chose, je l'ai dit, c'est que le féminisme, et aujourd'hui le néo-féminisme, a réussi à renverser la table du patriarcat. Non, moi je pense que le patriarcat n'existe plus. En réalité, la domination masculine est totalement en déshérence, non pas dans tous les faits, mais comme norme. L'égalité est aujourd'hui la norme. Je trouve
que le féminisme a très largement gagné. Bien que certaines mettent encore ça en cause. Tant et si bien que l'on parle de castration de l'homme qui d'une certaine façon est vérifiable. Il suffit de demander aux agents immobiliers, il suffit de demander aux concessionnaires ou aux caissiers de magasins. Ils ou elles vont vous confirmer à quel point dans les couples, aujourd'hui, c'est la femme qui, dans bien des cas, décide les achats, décide de telle ou telle chose. C'est la femme qui, comme on dit, porte le pantalon. Donc ça donne la castration, et de l'autre, à l'extrême, on a les violences conjugales. Donc au bout du compte, la question qui se pose, c'est avons-nous là les deux seules options auxquelles l'homme finalement est-il confronté? Être castré, en accord avec justement ce néo-féminisme qui impose, qui demande aux hommes de devenir des femmes comme les autres, ou alors être un barbarian, être un taliban, être un bourreau pour la femme. Voilà. Eh bien, moi, j'estime qu'il existe une troisième alternative, à savoir être tout simplement un gentleman, c'est-à-dire l'entre-deux, un gentleman. À la fois garder sa virilité, mais dans le même temps, faire preuve, laisser libre cours à sa féminité, c'est-à-dire ne pas non plus toujours réagir au quart de tour au nom juste de son statut d'homme. Ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on a forcément raison, surtout face à une femme, ou qu'on doit forcément se contenter de mettre les pieds sur le canapé pendant que madame fait le ménage, et j'en passe en guise d'exemple. Donc ce troisième schéma-là, maintenant on va voir comment peut-il se manifester dans un cas concret, c'est-à-dire face à une femme en colère. Face à une femme en colère, et je fais notamment référence au cas qui a fait couler beaucoup d'encre, qui nous a un peu secoué ces derniers jours, le cas de Jenny, la danseuse congolaise vivant en Belgique, qui a montré son visage, qui avait reçu la visite d'un astéroïde au niveau de l'œil, tellement il était gonflé de manière impressionnante. Et après l'étonnement, on a appris que finalement l'auteur de cette excroissance subite semble être son ex. Alors ce dernier s'est fendu d'un live en essayant d'expliquer avec ses mots à lui, avec un discours un peu approximatif, étant peu à l'aise. Hein. Je dis pas que non, les gens rejoignent le live. Ouais, vraiment, je vais appuyer, voilà, même qu'il y a eu des romances là, je vais appuyer pour, voilà, non. Clairement, moi, je ne suis pas de ce pain. Voilà, je ne l'ai pas frappé, je ne l'ai pas donné de coup de poing. Le stabilisateur ici que j'avais dans les mains, moi, je me suis retourné, ça l'a touché, elle est tombée, clairement, il n'y a pas de coup de poing. Franchement, en aucun cas, je l'ai mis un coup de poing. Voilà, comme ça, on est clair et net. L'éloquence lui faisait défaut, et en plus de l'humour. Donc il a essayé de s'expliquer en expliquant que non, c'est un accident. Bon, accident peut-être, toujours est-il que son ex est venu en remettre une couche en expliquant que cette violence, il en était peut-être pas l'auteur là in situ, mais du moins qu'il en était capable dans la mesure où par le passé, lorsqu'il était avec elle, et il ne s'en était pas privé de la déployer, y compris en présence des membres de la famille, que ce soit des parents, des oncles ou leurs propres enfants. Bref, donc la question est de savoir donc, comment un homme peut-il se comporter avec noblesse face à la colère de madame, et surtout face à sa propre colère, qui le fait ensuite succomber aux violences conjugales. Donc je préviens tout de suite, je ne suis pas en train, de manière subreptice, de sous-entendre que l'homme est une victime au même titre que la femme. Je ne suis pas en train de dire que la femme est victime de l'homme, et que l'homme, d'une certaine façon, il est victime des mauvaises paroles ou des agissements de la femme, et que c'est pour cette raison qu'il peut être amené à commettre des actes de violence. Non, je condamne la violence masculine à l'égard de la femme, pour une raison simple, c'est une raison non démagogique. Quoi qu'il fasse, un homme a la capacité, avec un coup de poing, de tuer une femme. L'inverse n'est pas vrai, ou rarement vrai. D'accord ? Et donc, à ce seul titre, un homme ne peut pas se permettre de lever la main sur une femme, quels que soient les propos qu'il entend sortir de la bouche de cette dernière. Voilà, c'est la seule, pour moi, explication et justification franche et directe qui permet de condamner en bloc, sans retenue, sans demi-mesure, les violences conjugales. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça suffit pour les freiner? Bien sûr que non. Quand on sait qu'en Russie, il y a 16 millions de femmes qui font l'objet justement de violences conjugales, et que malgré les documentaires, malgré les cris, malgré les cercueils qui s'amoncellent, ça ne change rien. En France, tous les 3 jours, une femme succombe suite au coup de son conjoint. Aux États-Unis,
pareil, c'est également un fléau à penser au sein de la communauté afro où, alors qu'elle ne représente que 10% de la population féminine, les femmes afro-américaines représentent plus de 50% des victimes de violences conjugales. Et nous allons voir le lien entre les violences conjugales à ce niveau-là dans la communauté afro-américaine, en France ou en Russie. Il y a un lien que l'on va voir dans quelques minutes. Mais avant cela, il faut planter le décor, notre décor actuel. Donc je l'ai dit, le décor, la féminisation de la société, des politiques, c'est-à-dire que la cause de la femme est au centre et c'est heureux. Deuxième aspect, l'amour est devenu, la patrie est devenue la première des religions. La première des religions. Hier, les hommes étaient prêts à se sacrifier pour le drapeau, étaient prêts à se sacrifier pour la religion. Aujourd'hui, ils sont prêts à se sacrifier par amour. L'amour est devenu vraiment, Luc Ferry l'a écrit dans un ouvrage très riche, L'amour toujours, est devenu central. On ne se rend pas compte. Et ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Les crimes passionnels, se tuer par amour, tout faire par amour, les séries, les films qui justement alimentent cette nouvelle religion, c'est tout récent. Nous sommes vraiment à l'aube d'une nouvelle ère dont on ne mesure pas encore bien la portée. Toujours est-il que dans l'État, ça nous installe, nous, dans une sorte de, en tant qu'homme, d'une fragilité émotionnelle. Surtout qu'il n'existe pas d'école pour dompter l'amour. On aime, mais où apprend-on à aimer? L'aimer, c'est un sentiment qu'on ressent, mais comment ensuite justement faire œuvre, est-ce qu'il existe un savoir-faire de l'amour? On ne l'apprend pas. Un savoir-faire sexuel, les deux allant de pair, on ne l'apprend pas. Donc ça, c'est le deuxième paramètre du contexte. Et le troisième paramètre, c'est la place de la colère. Nous vivons dans une société où la colère est devenue aussi un slogan. Il n'est pas rare qu'on entende des manifestations au nom de la colère. Avait lieu à Paris la manifestation organisée par le collectif Jour de colère. Place des Invalides en début de soirée. Le jour de colère se termine. Et je suis très en colère. Alors non, maintenant ça suffit, il y en a ras-le-bol de leurs conneries. J'ai envie de faire une manifestation contre les manifs. Ouais, je suis en colère, j'ai pas suffisamment d'argent, je suis en colère, j'aime pas les programmes télévision, je suis en colère, il y a trop de femmes voilées, je suis en colère. Bref, la colère est devenue un mot d'ordre. On n'a pas besoin de dire autre chose si ce n'est je suis en colère. C'est comme ça. Il faut faire avec. C'est l'un des avatars de cette culture de l'émotion qui règne sans partage sur les sociétés. On est passé d'une société, le siècle des Lumières, le siècle de la raison qui s'est étendu jusqu'au XXe siècle, qui a chuté dans une nuit noire avec les guerres mondiales et aujourd'hui, de ces cendres-là est né le siècle de la colère, le siècle de l'émotion, de l'indignation. C'est l'état actuel des choses. Bon. Donc ça, c'est le contexte civilisationnel, le contexte affectif dans lequel nous nous baignons. Dedans, dans ce contexte-là, on va essayer de comprendre d'abord, est-ce que la colère s'exprime de la même manière chez l'homme et chez la femme? Si on est amoureux ou si on valide la théorie du genre, on estime que homme-femme, femme-homme, c'est interchangeable. Seul le conditionnement différencie les sexes. Moi, je ne crois pas. Moi, je suis à ce niveau-là, je suis de l'ancienne école. Les hommes ont 10 fois plus de testostérone. La musculature n'est pas la même. Le ton n'est pas le même. La manière d'être au monde n'est pas la même. Et par conséquent, y compris dans la colère, ce n'est pas la même. Là où la femme déploie sa colère pour affirmer son autorité, pour se faire entendre, l'homme déploie sa colère pour faire peur, pour être menaçant. Ce n'est absolument pas la même chose. Dans les magasins, on voit bien les mères crier sur les petits, c'est parce que ces derniers ne veulent pas les entendre et qu'avec leur voix aiguë et douce, elles ne se feront pas obéir. Alors que dès qu'elles osent le ton, elles crient un peu, là les enfants plus ou moins marchent au pas. Les hommes n'ont pas besoin de cela. C'est pour cette raison que la colère masculine n'est pas comparable avec la colère féminine, il faut quand même le dire. Donc il faut distinguer les deux colères. La colère masculine, c'est vraiment une bombe, c'est vraiment une arme nucléaire, c'est une source de danger et c'est même à ce niveau-là le meilleur outil du diable. C'est le meilleur outil du diable, c'est la colère masculine, pas la colère féminine. La colère masculine, c'est ce qui le fait basculer dans la barbarie, dans le sadisme, dans la soif de sang invétéré. Quand vous voyez les discours d'Hitler, tout est dit. C'est une colère
infini qui le transcendait et qui faisait qu'il arrivait à transporter aussi l'ensemble de la population masculine pour ensuite aller commettre ce qu'ils ont commis. Et on observe ça un peu partout. Quand il y a des épurations ethniques, quand il y a des guerres, ça passe d'abord par la colère, que les hommes basculent et laissent libre cours à leur barbarie. Donc la question de domination de sa colère face aux femmes, et ça s'étend, ça rentre, ça fait écho à justement cette réalité masculine, j'insiste. Maintenant, face aux femmes, comment réagir face à une femme en colère? Alors la première des choses, c'est de se rappeler qu'il faut limiter au maximum justement les risques de la colère féminine. Il faut les limiter. Alors pour les limiter, il y a plusieurs choses dont on doit avoir conscience. La première, c'est qu'une femme crie plus facilement sur un smicard que sur un patron du CAC 40. C'est évident. Voilà pourquoi, pour éviter qu'une femme vous crie dessus, eh bien, travaillez, allez chercher de l'argent. La deuxième chose, c'est qu'une femme crie plus facilement sur un éjaculateur précoce que sur un Rocco Siffredi. C'est la raison pour laquelle il est impératif de ne pas se laisser aller à un égoïsme sexuel dans les moments intimes. Le partage, le souci de l'autre doit être une préoccupation de l'homme et non pas uniquement quelque chose laissé aux autres, aux acteurs porno. Un homme doit avoir le souci de faire, pardonnez-moi l'expression, de faire jouir madame. Sinon, il va installer au sein d'abord de la chambre et plus largement du couple un tapis de mépris qui va se traduire par des attaques, par des pics au quotidien et par une propension à la colère. Pour un oui ou pour un non, ça se fera petit à petit, goutte après goutte, l'eau creuse la pierre, comme vous le savez. Donc il y a d'abord ces deux déterminismes-là, financier et sexuel, qui conditionnent justement un climat de colère. Maintenant, quand cette colère, en dépit de ce climat, surgit, qu'est-ce qui se passe? Comment réagir? Comment un homme peut-il rester noble face à la colère de madame? Alors la première chose, c'est d'abord tout faire pour ne jamais hausser le ton. Un couple, ce n'est pas que des bisous. Un couple, c'est également parfois des morsures. C'est-à-dire, on ne fait pas qu'être complice, qu'être câlin, que s'embrasser. Par moments aussi, on s'écorche, on se dispute. Maintenant, il est préférable de se disputer avec un ton qui reste acceptable. Donc l'importance du ton est fondamentale. Dès lors que, je m'adresse aux messieurs, le ton monte, prévenez madame que vous préférez que le ton redescende. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que lorsque le ton monte, on a tendance à ne plus écouter ce que l'autre dit, mais plutôt à se focaliser sur comment il le dit. Et ça devient, on sort de « Ah, ce que tu dis, c'est faux », ça devient « Ah, pourquoi tu le dis comme ça ?» ou « Pourquoi tu me parles comme ça ?» Et dans le « Pourquoi tu me parles comme ça », c'est on se positionne comme la victime, on a le complexe de supériorité morale, et l'autre, par réflexe, par réaction, fait de même, ça devient un dialogue de sourds, on se jette la pierre, et ça bascule dans la vulgarité, dans les insultes. C'est pour cette raison que le ton doit rester à un certain niveau. Donc vraiment veillez, messieurs, à maintenir un ton acceptable. Maintenant, pour que ce ton puisse être acceptable sur la durée, il est important que s'y ajoute la maîtrise du langage, la maîtrise d'un certain vocabulaire. C'est impératif. Vous ne pouvez pas discuter longuement sur des problématiques de couple, qu'elles soient financières, sexuelles, avec tout ce que ça importe de tabou, de susceptibilité, si vous n'êtes pas précis dans vos mots, par le recours à certains adjectifs, à un certain verbe, à un vocabulaire riche. Si vous n'avez pas recours également à la communication non violente qui suppose la maîtrise justement de tout ce langage affectif, sachant que le langage affectif est gros de 400 à 500 adjectifs qualificatifs en lien avec les émotions. Il n'y a pas que les grandes émotions, colère, joie, peur. Non, il y a après à l'intérieur des mots qui font la distinction. L'ennui, c'est qu'avec 300, 600 mots, quand on est issu de la classe ouvrière ou quand on est issu du ghetto, maîtriser ce langage-là, le langage donc de l'apaisement, le langage de la communication sur un ton agréable, c'est totalement impossible. Autant demander à un homme de gravir l'Everest à quatre pattes. C'est impossible. Et quand j'ai pris cet exemple du docteur idéologie avec le point commun avec les bourreaux russes, buveurs de vodka au chômage, ou des Afro-Américains du ghetto, le point commun entre les trois, entre ces schémas-là, ou même en Afrique, c'est la pauvreté verbale des hommes, majoritairement.
Alors je ne suis pas en train de dire que seuls les hommes pauvres linguistiquement succombent j'allais dire, au charme de la violence physique face à leur femme. Non, simplement, il a été prouvé que pour maîtriser son corps, pour se maîtriser, pour contenir des pulsions physiques, il est impératif de maîtriser son esprit. Et ça passe par une maîtrise du langage. C'est d'une évidence crasse et incontournable, quoi qu'on en dise. Alors je ne nie pas que les violences conjugales existent aussi en haut lieu. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Beaucoup cherchent sur la petite bête. Non, je parle de manière générale. Il y a un lien. Il y a un lien. Donc vraiment, le prolongement au ton bas, c'est la maîtrise du langage. Ce qui fait des fois beaucoup d'hommes. Et moi, je le vois tous les jours. Ceux que je forme, les hommes que je forme, eh bien, voient leur vie basculer. Ils pensaient simplement arriver à maîtriser le langage pour s'imposer au travail et réalisent que ça leur permet aussi de se faire respecter sans avoir besoin d'hausser le ton ou de s'énerver à la maison. À la maison. Et que tout le monde en sort grandi. Tout le monde. Madame, les enfants et eux-mêmes. Donc vraiment, la maîtrise du ton et du langage sont fondamentales. Et puis, il y a un troisième point. Il y a un troisième point qui, cette fois-ci, quand madame, en dépit de toutes ces précautions, déverse la colère. Comment faire? Comment faire? Eh bien, la seule solution utile pour tout le monde, c'est le silence. Messieurs, quand madame se met en colère, vous déverse ces mots, en sachant qu'il est très rare qu'une femme se mette en colère sans raison. Il est très rare qu'une femme se mette en colère en ayant totalement tort, c'est très rare, soyons honnêtes. Eh bien, ça ne sert à rien de jouer à l'orgueil mal placé. Non, ne dites rien. Quand bien même elle utiliserait des mots durs, blessants, ou elle puiserait dans toutes les confidences que vous avez pris soin de lui léguer, de lui délivrer dans des moments câlins, quand on sait que madame, c'est souvent le psychologue de son homme, et qu'elle, là, à ce moment-là, elle retourne contre vous dans une volonté de vous blesser parce que vous l'avez blessé, soit parce qu'elle s'est aperçue que vous l'avez trompé, soit parce qu'elle estime que vous ne donnez pas les moyens d'atteindre vos ambitions, mais vous êtes plutôt feignant qu'autre chose, vous faites que parler, soit pour mille et une autres raisons, vous pensez que c'est l'esclave de la maison et vous ne voulez pas bouger le petit doigt pour jeter la poubelle. Toutes les raisons que l'on connaît, que beaucoup de couples connaissent, eh bien, évitez de répondre à sa colère. Laissez passer la colère comme on laisse passer l'orage. C'est le meilleur moyen. Et laisser passer la colère, garder le silence, ce n'est pas faire preuve de lâcheté, c'est faire preuve de sagesse. Le silence, dans ces moments-là, c'est synonyme de sagesse. L'adage nous le dit. Bon silence vaut mieux que mauvaise dispute. Bon silence vaut mieux que mauvaise dispute. Donc, messieurs, en cas de colère de madame, laissez silence. À la limite, si vous avez des choses à lui reprocher sur ce qu'elle a dit, vous reviendrez plus tard. Au calme, vous lui direz, chérie, ce que tu as dit, là, je n'ai pas apprécié. Maintenant, si l'amour n'est plus là, ça ne sert même à rien, même de discuter. Ça ne sert à rien. Donc, voilà les trois éléments que moi, je préconise. Maintenir un ton acceptable, ne pas hausser le ton, ça ne sert à rien. Deuxièmement, maîtriser le langage. Maîtriser, ça, c'est pas donné à tout le monde. Il faut s'en donner les moyens. Moi, ma formation, elle donne ce moyen-là. En plus, je le répète, c'est pris en charge par le CPF, donc c'est pour vous dire. Mais sinon, il y a la lecture et d'autres. Il n'y a pas d'autres outils, hein, la lecture ou ma formation. Donc, maîtriser le langage. Et troisième aspect, faire la sourde oreille face au tombeau de colère, laisser que l'orage passe. Voilà les trois éléments fondamentaux, les trois paramètres clés qui permettront à un homme de garder sa noblesse face à une femme en colère. Je n'en connais pas 10 000. Ça a fait ses preuves, ces éléments-là ont fait leurs preuves. J'en suis là moi-même, je le fais tous les jours. Bon, Dieu merci, je n'éprouve pas ma femme au point qu'elle veuille me tomber dessus tous les jours. Toujours est-il que je n'ai pas besoin de m'énerver pour m'imposer, que ce soit face à ma femme ou face à celle que j'ai eu dont j'ai eu à croiser le chemin par le passé. Non, mes seuls mots suffisaient à déminer des situations. Ça ne veut pas dire à forcément tomber d'accord, mais simplement à parler calmement, à se mettre d'accord sur notre désaccord. Et je peux vous assurer que c'est magique. Quand vous gardez votre sang-froid et vous avez les mots, vous allez vous apercevoir que derrière 95% des disputes se cachent des incompréhensions, se cachent des quiproquos, se cachent des non-dits. L'importance des non-dits. L'importance des non-dits. Je crois que c'est Jonathan Daval qui avait assassiné sa femme après nous avoir fait croire que finalement c'était quelqu'un d'autre, il pleurait devant les caméras. Eh bien on s'est aperçu que derrière cet acte de barbarie se cachaient des non-dits, se cachaient des souffrances, il n'arrivait pas à avoir d'enfants et autres. Le psychiatre semble esquisser les raisons profondes qui auraient pu le pousser à tuer sa femme, offrant ainsi aux enquêteurs le mobile qui leur manque tant. C'est l'incapacité de devenir père qui semble l'avoir affecté plus qu'elle.
Il fait ainsi face à l'impossibilité avec son épouse de devenir un homme en devenant lui-même père. Implacable et glaçant. Très souvent, c'est derrière la communication. Grâce à la communication, vous pouvez crever des abcès avec calme. Que, hélas, la colère crève, mais avec violence. Donc, les mots, messieurs, maîtrisez les mots. Afin de garder votre noblesse, déployer votre noblesse. Ne laissez pas ce démon intérieur là, ce démon intérieur prendre le dessus au nom, entre guillemets, du respect, au nom de la virilité, au nom du passé ancestral, au nom du fait que, oui, une femme ne doit pas parler comme ça, elle me manque de respect, moi je suis un bonhomme, je ne me laisse pas parler comme ça. Non, nous ne sommes pas à Kaboul, nous ne sommes pas à Moscou, et Dieu merci, nous sommes en France, et il faut savoir, à ce niveau-là, profiter du bienfait que cela constitue, notamment dans les relations hommes-femmes, avec la douceur de vivre, avec le côté Robert Doisneau, le baiser de Doisneau, Roméo et Juliette. Donc, fondamentalement, messieurs, soyez gentlemen, gardez votre sang-froid par le langage, maîtrisez-vous par la maîtrise de vos mots. Ainsi va la noblesse, et c'est ainsi que doit aller notre monde, notre renaissance, par la maîtrise de ces mots. Et donc de ses nerfs. Donc, comment ne pas céder à la violence, comment ne pas céder à la colère, c'est en gardant toujours la tête dans les mots, dans une zen attitude. Il n'y a pas d'autre option. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de partager. Tout cela constitue mon carburant, ça me pousse à poursuivre dans ma transmission. Pour ceux qui veulent s'offrir mes services, sachant qu'aujourd'hui ils sont pris en charge par l'État, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il y a 2 masterclass qui vont démarrer tantôt, d'autres vont s'ouvrir, donc les places, il y en aura toujours, à condition que vous donniez les moyens en termes de volonté et d'énergie. Êtes-vous prêt à devenir noble? L'avenir nous le dira. En attendant, prenez soin de vous, toujours n'oubliez pas, la noblesse un jour, noblesse toujours, noblesse oblige.